Je dois vous dire que je ne fais jamais ce genre de choses, mais je vais essayer de la faire correctement. Et donc, je voulais vous présenter d'abord les 4 personnes qui vont partager ce panel. Nous avons donc ici Willie Flotin, correct? So you were born in 1967 in Nevada, yeah, and you're living in Oregon. You play music, okay, with Richmond Fontaine, but that's over. Okay, you released 10 albums, and you release 4 books. Okay, we will go to that. Thank you. Ici, nous avons Monsieur James McBride, voilà, qui est à la fois musicien et écrivain. Son actualité, c'est un livre sur James Brown qui s'appelle Kill Them or Leave, ou Unleave, Kill Them and Leave. Yes. Alors la troisième personne, c'est donc John Sullivan, John Jeremiah Sullivan, qui est reporter au New York Times, pour le magazine New York Times. Il a écrit un livre qui s'appelle Pulphead, son 2e livre en France, je pense, qui est traduit et qui consiste en une compilation de ses histoires principales, des reportages long cours, long terme, où il va en 10, 20, 30 pages expliquer des histoires, notamment sur Bunny Wailer, sur le rock chrétien, sur Axl Rose, etc. Et nous avons ici le pape, the Pope, you're the Pope, no, you're not the Pope. Nous avons ici Greil Marcus, qui est un peu l'aîné de ce qu'on appelle la critique rock américaine, qui est écrivain, journaliste, bien connu, et dont l'actualité est, je vais prendre le livre, l'histoire du rock en 10 chansons. Alors, the first question I wanted to ask, la première question que je voulais poser à ces 4 personnes, c'est: il règne pour l'instant un climat très bizarre en Europe, notamment par rapport aux craintes des attentats, etc. Les Américains ne viennent plus. Je me demandais, qu'est-ce qui vous avait convaincu de venir en France? Et est-ce que la littérature est aussi une sorte d'armure, de protection? Je voulais juste dire que Greil Marcus devra partir sans doute un peu avant la fin de ce débat. Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Who wants to answer? Est-ce que la littérature est une armure? I never thought of not coming here. The world is a dangerous place. Could get a lot more dangerous. You can't live in a hole in the ground. Paris is a great city. France is a great country. Both France and the United States are facing the possibility of its republic, La République, dissolving, being turned into something that it never was before, except maybe during Vichy. We didn't go through that. Is literature a kind of body armor? No, not at all. Literature is no protection. Writing is no protection. Writing is just another form of speech. It's another way of finding your voice, of arguing about what you care about, and most dangerously, having to argue with people who don't care, who will say anything to achieve power only for its own sake, not to do anything with it. James, a word? Oui, je dis d'abord en ouverture que ça ne m'a pas traversé l'esprit de ne pas venir. Évidemment, le monde est dangereux, certes, mais pourrait l'être beaucoup plus encore. On ne peut pas vivre terré au fond d'un terrier. Paris est une ville magnifique, la France est un pays magnifique, comme le sont les États-Unis, et tous les deux courent le risque d'une dissolution de leur République, chose qui ne nous est jamais arrivée, nous, aux États-Unis, et que peut-être vous avez connue ici à Vichy. Est-ce que la littérature est une forme de protection, une forme d'armure? Pas du tout. L'écriture non plus. L'écriture n'est qu'une forme de discours, ce n'est qu'une façon de faire porter sa voix et éventuellement de porter la discussion avec des gens qui n'en ont rien à faire de rien, qui ne s'intéressent qu'au pouvoir pour ce qu'il est, et c'est tout. James, word?
I don't consider literature to be a kind of protection against psychotic people who do evil. Je ne considère pas la littérature comme une protection contre des dingues qui veulent faire des choses mauvaises. I would always take a chance to come to Paris. Without literature, I wouldn't even have a passport. The only reason I've gotten to travel is because of my books. So I will always take a chance to come to Paris. I think they've all Oui, je spoken for me. ferai toujours tout ce qui est possible pour voyager à Paris. Sans mes livres, sans la littérature, je n'aurais pas de passeport pour voyager, mais en tout état de cause, voilà, dès que je peux, eh bien, si je peux en profiter, je viens à Paris. I agree that it's no form of protection at all, but it is a way of being, and I'm grateful to it for bringing me places like this, you know. And when I think about the fact that it would make the terrorists happy to think that we had been frightened to come here, then it makes it even more worth doing, and made me want to come more. Je suis d'accord, pour moi la littérature n'est pas une forme de protection, mais en tout cas c'est une façon d'être. Et dans mon cas en plus, je suis très très content de pouvoir être ici grâce à la littérature, et si j'avais renoncé à venir, je pense que ça aurait rendu les terroristes encore plus heureux. Alors la question était posée aussi dans ce sens-ci. Dans tous les livres qui existent et qui ont été faits ici par les auteurs, il y a des passages vraiment très important entre la musique, l'idée de la musique, et ce qu'on va appeler la société. Alors chacun a sa façon différente de travailler, mais il y a par exemple le travail de l'association. C'est-à-dire qu'on part d'une chanson, par exemple, c'est le cas du livre de Green Markers, part d'une chanson, et puis ça devient autre chose, ça devient une réflexion sur l'époque de cette chanson, mais ça dérive aussi vers d'autres choses. Et je me demandais si la question est posée aux quatre, est-ce que la force de l'écriture américaine n'est pas aussi de raconter les histoires? Et pourquoi est-ce que vous savez raconter les histoires comme, je dirais pas comme personne, mais en tout cas avec un taux de qualité et de talent qui me semble assez supérieur? Donc l'idée de dériver de la musique vers la société ou vers la psychologie, vers la philosophie, et puis le sens de la narration. C'est deux questions différentes. Virgil Thompson was a great music critic and a great opera composer, and he gave the best answer to your question that I've ever heard. He said, this is all about religious dissent. This is about why America came into being in the first place. It was about the right of a man to praise God or court a damsel in his own words. And he said, this is what American music is about and what it's for. And he said, it has survived every attempt by churches, by schools, by universities to kill it. And they are still trying to kill it. I'll go with that. Virgil Thompson. Virgil Thompson, un grand critique, a pour moi fourni la meilleure réponse à votre question que je connaisse. Il a dit, voilà, tout ça en fait part du désaccord religieux, le fait de ne pas être d'accord religieusement. Les États-Unis ont été fondés tout à fait au début pour exprimer le droit de tout à chacun de prier Dieu ou de faire la cour à une demoiselle en utilisant ses propres termes, sans interdit. Et voilà de quoi il s'agit lorsqu'on parle de musique américaine, qui n'a pas pu être tuée, malgré toutes les tentatives passées et actuelles, de toutes les écoles, de toutes les églises, de toutes les universités, pour la mettre à mort.
Alors il y a un lien qui me paraît assez évident et assez important aussi entre le rock au sens large, disons qui va englober la soul, le rhythm and blues, etc., et l'expression religieuse. Et effectivement, dans le livre remarquable, je vous le conseille, je pense que ça sortira l'année prochaine en français. Là, il existe qu'en anglais, qui s'appelle Kill Them and Leave de James McBride, consacré à James Brown. Ça s'appelle Searching for James Brown and the American Soul. Il y a la connexion évidente entre la musique, le funk, le soul, la soul, le rhythm and blues de James Brown et l'éducation religieuse, le poids de l'Église, la tradition du Sud. Voilà pour une chose. Et en même temps, en discutant avec James avant la rencontre, James me disait que le gospel à l'ancienne, qu'on connaît un peu ici en Europe, était en train de mourir. Donc, est-ce que finalement l'Église a besoin de la soul? Est-ce qu'elle a besoin du funk? Est-ce qu'elle a besoin du hip-hop même pour survivre? C'est un peu la question que je pose à James. No, the church does not need hip-hop music to survive. Hip-hop is a great art form, but gospel music or spiritual music or black folk music was at its zenith, at its height in the late 40s and early 50s. Non, l'Église n'a pas besoin du hip-hop. C'est un mouvement artistique extrêmement intéressant et très beau. Mais la musique gospel, la musique du folklore noir américain, était à son acmé, à son pinacle dans les années 40, dans les années 50. And to simplify matters, I basically will explain that in the 40s and 50s, that music evolved from, in a very simple way, it molded into jazz and the blues, which eventually seeped into the world of what you might know as rock and roll. These days, in the church, musicians, composers are inspired by pop music to write spiritual songs. In the 50s, in the 40s, 50s, and 60s, soul music composers were inspired by and trained in the gospel tradition. That's why the music from the 60s and 70s and even the 80s is better than the music that is created in the 90s and in the first part of the 21st century, because it's coming from two different directions. En fait, dans les années 40 et les années 50, il y a eu une évolution de la musique de l'Église. Il y a eu cette musique qui a pénétré le jazz et le blues et ce que vous connaissez sous le nom de rock and roll. Aujourd'hui, la musique pop inspire aussi les compositeurs de musique que l'on chante dans les églises. Et dans les années 40, 50, 60, le gospel s'inspirait ou inspirait d'autres formes de musique. Dans les années 60, 70 et 80, il y avait une inspiration beaucoup plus profonde de musique, plus, disons, un peu plus élaborée. C'est la raison pour laquelle la musique de cette époque-là est nettement meilleure que celle d'aujourd'hui. One final point. Church music now, popular black gospel music, is like cheap Broadway musical music. It's all razzle-dazzle with the drummer leading the whole thing. And that's the difference. And traditional gospel music, with an organist playing without a drum, is dying because there are just not that many people teaching it to the young people in the church. That's one of the things that I'm involved with. En fait, la musique d'église, la musique du gospel est devenue de plus en plus aujourd'hui quelque chose qui ressemble aux comédies musicales de Broadway, avec la batterie, une section rythmique extrêmement poussée, des basses, alors qu'à l'origine, la musique du gospel, c'était une musique avec un orgue, et cette musique était enseignée, elle ne l'est plus enseignée comme elle l'était autrefois. Et ça, c'est la raison pour laquelle moi, je continue mon enseignement dans mon église. Alors, il y a quelque chose d'assez particulier aussi aux États-Unis, qui existe, je crois, uniquement aux États-Unis en tant qu'industrie. En Europe, je ne pense pas qu'on connaisse ça. C'est le phénomène du rock chrétien. John Jeremiah Sullivan, dans son livre Pulphead,
écrit une des histoires où il se rend à Creation, qui est un espèce de Woodstock chrétien, avec 100 000 visiteurs. Et il vit une expérience quand même qui est assez particulière. Et je crois que John aussi a un background chrétien. Et j'aimerais qu'il nous explique un peu le lien entre son propre background et l'histoire qu'il raconte dans ce livre. Well, if there's one thing that does set us apart in the way we write about music, it has to be that I can't think of any other country for whom understanding its own popular music seems so vital to understanding itself and its own soul. But Christian rock is not an art form in that sense. It's a form of merchandising and a form of political power. You know, that's partly what I was observing at that concert, was that these songs were being used to get kids of a certain age to come to the concert so that they could then be signed up to vote for the Republicans, which was actually happening at the concert, you know. So it's I just looked at it as a toxic form. It doesn't fit at all into the music that I love and that makes me love America. C'est vraiment très particulier aux États-Unis, cette quasi-obsession d'essayer de comprendre la musique populaire, comme si ça donnait ensuite accès à la compréhension du pays lui-même. Enfin, c'est comme ça. Pour moi, le rock chrétien n'est pas vraiment une forme artistique, c'est peut-être une forme de merchandising, c'est peut-être une forme d'expression de pouvoir politique. Et par exemple, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, les chansons sont utilisées pour attirer les gamins qui deviendront des électeurs, qui voteront républicains, et d'ailleurs, ça marchera très bien. Mais si c'est une forme, en tout cas, c'est une forme toxique. Hein, je veux dire, c'est vraiment pas quelque chose qui correspond à mes visions de la musique et qui, d'ailleurs, trouve sa place dans le panorama musical ordinaire. Alors, quelle est votre part de l'expérience dans cet article, John? Enfin, quelle est ta part de l'expérience dans l'écriture de cet article? De ta biographie, quoi. Well, I had gone through a fairly intense born-again Christian period as a teenager. In fact, at the same age that a lot of these kids I was meeting were at, which gave me you know, it deepened the empathy I felt for them and made them seem less exotic. And I think maybe part of the reason I wrote the piece on some level was to try to pull them out, to try to let them know that there was real American music to get interested in, because I knew that a lot of these kids were, you know, teenagers playing in garage bands the way people have always done, and that there was a purity to it. But yeah, I don't know. Oui, j'ai écrit ça en fait après une période de ma vie où j'ai moi-même vécu une phase évangéliste, hein, born again, où j'ai redécouvert la foi, et à peu près au même âge où ces gamins que je décris ici là, et donc d'où ma compréhension, mon empathie vis-à-vis de ce qu'ils vivaient et ce qu'ils chantaient. Du tout, je comprenais très bien. Pour moi, c'était pas tout à fait exotique, mais donc j'ai écrit ça en fait pour leur montrer, pour leur faire comprendre que au-delà de ce qu'ils chantaient dans leur garage, il y avait aussi de la vraie musique américaine qui valait le coup d'être écoutée. Voilà. On a l'impression aussi que la musique, dans le cas des 4 personnes qui sont présentes ici sur scène, c'est aussi un formidable véhicule pour exprimer forcément ce qu'on pense de la musique, mais aussi la façon dont on veut se projeter soi-même. Alors je prends un exemple dans le livre encore de James, mais on va parler de Willie bientôt. Dans le livre de James, sur James Brown, donc en parlant de James Brown à un moment, de ses affaires sentimentales, de ses problèmes de couple, etc., James en vient à parler de sa propre vie. Donc je révèle rien puisque c'est dans le livre, et il parle de son divorce, des difficultés financières, etc. Donc la question, James, c'est est-ce que finalement la musique, c'est un espèce d'accélérateur de sa propre biographie? You write books to get paid. Bah non, on écrit des That's bouquins American, pour hein? avoir du blé, quoi.
Tell me more about I that. think all of us, all of my fellow scribes here, have some deep connection to music. Music is a powerful cultural way. Music is a powerful way to sell culture. And James Brown sold black culture better than any other star before or since, really. He really epitomizes what black power meant in the 60s. And his career spanned his life career as a musician spanned almost 50 years. So in many ways, he represents a lot of what the black American experience was for many, including myself. And that's in part why I included some of my own story in his story. En fait, tous ceux qui sont présents, tous les écrivains, les 4 écrivains présents ici, ont tous des liens extrêmement forts avec la musique. Et la musique, c'est une façon extrêmement puissante de vendre la culture. James Brown a fait ça mieux que tout le monde pour la culture noire, pour le Black Power. Et ça fait ça depuis une 50aine d'années maintenant. Et ça représente au mieux l'expérience noire américaine. Et ça représente aussi une partie de ma propre expérience. C'est pour cela que je me suis permis d'inclure dans ce livre une partie de ma propre vie, de ma propre bio. Alors, Willy, donc tu as enregistré 10 albums, je crois, avec Richmond Fontaine, voilà, qui est un groupe un peu de country alternative, d'Americana, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu fais des chansons très intéressantes. Et la particularité de ça aussi, c'est que tu croises parfois les personnages de ces chansons avec les personnages de tes livres, ou qu'il y a une connexion comme ça que tu établis entre les deux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça et quelle est la part du jeu là-dedans? When I was 13, my brother was the songwriter. We were both so in love with records that you can't eat them. You can't live inside them. So we decided we would join them. And we were horrible musicians. Quand j'avais 13 ans, c'est mon frère qui écrivait les chansons. Et tous les deux, nous étions vraiment des fanas de disques. Alors on ne pouvait pas manger les disques, on ne pouvait pas vivre dans les disques, donc on s'est décidé d'en faire aussi. But my brother's smarter than me, and he wrote songs to get women, to get girls. It's an old trick, no? To get girls to his waterbed. And our walls were really thin, and I could hear the songs because he would write a song for Mary, say, and all week he would write the song for Mary, and then he'd bring her to the waterbed. And I told myself I would never write love songs to get girls. I would write serious songs about like working class issues. Now I'm 13. Et mon frère était plus malin que moi puisqu'il écrivait des chansons pour attirer les filles dans son lit. Et les murs de nos chambres étaient assez fins, et donc je l'entendais chanter ces chansons. L'une était pour une de ses petites copines, Marie, et donc il cherchait à l'attirer comme ça dans sa chambre avec ses chansons. Moi, je me suis dit, je ne vais pas faire comme ça, je vais plutôt écrire des chansons sérieuses sur les classes laborieuses. And I've spent my whole life dreading the decision I made to write serious, depressing folk songs. But I love disappearing inside stories and inside folk music. And when I wanted to disappear into the story longer, I started writing novels just so I could disappear for longer spells. That's the only reason. Et toute ma vie, j'ai eu peur de regretter cette décision d'écrire des chansons sérieuses, des chansons déprimantes. Mais en fait, la raison pour laquelle j'écris ces chansons folk, c'est parce que j'aime disparaître dans cet univers, me fondre dans l'univers de mes chansons. Et quand j'ai trouvé que les chansons étaient trop courtes pour ces petites escapades, eh bien, j'ai décidé d'écrire des romans. So now when I'm writing bad songs, I'm a novelist. And when I'm writing bad novels, it's because I'm really a musician. Alors maintenant, quand j'écris de mauvaises chansons, eh bien, ce n'est pas ma faute, c'est parce que je suis romancier. Et quand j'écris de mauvais romans, eh bien, ce n'est pas ma faute non plus, c'est parce que je suis un chanteur avant tout. Does it depend on the drinks you had,
the day before, the night before? If I'm writing songs, I can look like I sleep under a car. That is true. I usually write songs when my life is falling apart. And then if you see me jogging in the morning and I look better, that means that I'm working That's on for a the book. novel. Yeah. Quand j'écris des chansons, le lendemain, les gens pensent que j'ai dormi sous une voiture. C'est tellement éprouvant pour moi. En revanche, quand les gens me voient faire mon jogging le matin, c'est que tout va bien, je suis en train d'écrire un livre. Je repose la question à James aussi, qui est donc musicien professionnel et écrivain professionnel. Quelle est la différence de travail et de plaisir entre écrire une chanson, jouer du saxophone, puisque tu joues du saxophone, et puis essayer d'écrire la page blanche? At my age, there's no pleasure in either, really. It's too bad for you. À mon âge, il n'y a plus de plaisir ni dans l'un ni dans l'autre. It's work, and it's good work, but I just do the job. Musically, I'm no longer tied to form, to the AABA story form that is part of the musical structure. You know, verse, verse, chorus, verse. I just simply write. In terms of story, literature, you know, I write nonfiction, fiction. I'm running out of structural places to go. I mean, that's what happened to John Coltrane. He just ran out of structure. He didn't write books, did he? No, John Coltrane, no, il n'écrit pas des livres, mais attends. Ben, pour moi, tout ça, c'est du boulot. Bon, c'est du bon boulot, mais c'est quand même du boulot. Pour moi, la musique, bien, je ne suis plus attaché tellement aux formes musicales classiques, do, ré, tout ce que vous voulez. Je ne suis plus attaché à ça. Et même en littérature, je passe de la non-fiction à la fiction. Je n'ai plus de structure non plus. Je ne suis plus attaché aux structures. Je suis un petit peu comme John Coltrane. Je m'échappe des structures. Je voulais parler aussi d'un phénomène qui me semble assez nord-américain, dans le fait que la musique est devenue non seulement un sujet très vaste d'écriture, dans la fiction, dans les biographies, dans le reportage, mais aussi un sujet pratiquement de thèse universitaire. Et l'une des personnes qui a certainement contribué à la théorisation, je dirais, de la musique, je ne parle pas de la théorisation de la partition, mais disons d'une conceptualisation, d'une intellectualisation de la musique, c'est Greil Marcus. Donc en 1975, il sortait ce bouquin, Mystery Train, dont il y a eu différentes éditions, où en fait le principe était de faire des portraits ou d'évoquer la musique américaine, et puis de diverger, de faire des associations. Alors je pose la question évidemment à Greil, quel était en fait l'enjeu d'un livre comme ça, Greil? You know, I wrote Mystery Train for good reasons and base reasons. The good reason was I wanted to write a book that showed that rock and roll was American culture, that it wasn't youth culture, it wasn't counterculture, that it was in the American grain, and that it could and should be listened to in the same way that you would read Mark Twain or watch a John Ford movie, that the languages were the same. But I also just wanted to write a book. I wanted to see if I could do it. It was, you know, it had no more ambition than that. And I accomplished both things. I actually wrote a book, and I was able to make talking about American popular music as a part of American culture an obvious thing to do. En fait, j'avais deux raisons vraiment derrière ce projet d'écriture. La première raison, la raison avouable,
Voilà, ma thèse, c'était que je voulais démontrer que le rock and roll, c'est l'Amérique, c'est la culture américaine. C'est pas la contre-culture, c'est pas la culture de la jeunesse, mais ça fait vraiment partie de la culture américaine. Comme de lire un bouquin de Twain ou comme de regarder un film de John Ford, ça fait vraiment partie de ce qui est américain. Et parmi les raisons moins avouables, je voulais voir si j'étais capable d'écrire un livre, tout simplement, si j'allais arriver au bout du projet. Et j'ai réussi, je crois, dans les deux aspects. J'ai réussi, je crois, à faire passer l'idée que le rock, ça fait partie de la culture américaine populaire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose, Grill, dans ce processus qui est comme les poupées russes? C'est-à-dire, tu sais, tu enlèves un bout de poupée, il y a une autre poupée, puis tu enlèves la poupée, etc., etc. C'est sans fin, en fait, parce qu'il y a une impression de digression comme ça dans tes livres assez répandue, qui à la fois est intellectuellement stimulante, et parfois, on te perd peut-être parfois un peu, parce que c'est extrêmement ambitieux aussi. What can I say? Stories, any story goes in one direction while parts of it go in many other directions. And it's just a question of where you want to follow the stories that are being told. In a song, there are so many different elements that are telling different stories. Often the music is telling a very different story than the words. Sometimes that's intentional, sometimes it's not. A song there's no limit to what a song can say. There's no limit to the distance a song can travel. Of course that can be hard to follow because it's not simple, it's not obvious. Something you may be able to say when something begins, you're never going to be able to say when it ends. Oui, enfin, toute histoire, comme toute chanson, en fait, dans l'ensemble, ça va dans un sens, mais il y a des petites ramifications qui vont dans d'autres sens. Et la question, c'est de savoir jusqu'où on veut suivre cette direction. Dans le cas de chansons, par exemple, aussi, c'est le fait que la musique dans une chanson peut raconter quelque chose et les paroles, elles, raconter tout à fait autre chose. C'est intentionnel ou non, c'est voulu ou non, mais enfin, c'est comme ça. Et par conséquent, il n'y a pas de limite au message que peut faire passer une chanson. Il n'y a pas non plus de limite à la distance que peut couvrir une chanson. C'est difficile, bien sûr. Et en plus, entre ce qu'il y a au début et à la fin d'une chanson, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Donc, c'est pas du tout la même chose que ça peut exprimer. Je vais demander à Grill encore, dans le livre, parmi les 10 chansons, il y a Transmission de Joy Division, donc qui est sorti, je pense, en 78 ou 78, au nord de l'Angleterre, à Manchester, tout près de Manchester. Qu'est-ce qui peut attirer un Californien d'âge moyen à ce moment-là, encore relativement jeune, dans une chanson qui dépeint complètement à la fois le désarroi du chanteur, Ian Curtis, et le désarroi du nord de l'Angleterre. Qu'est-ce qui te frappe dans cette chanson, Grill? It would be a long answer. Yeah, I know, because it's long in the book, but... Explain all that. But the reason that song is in this book, The History of Rock and Roll in 10 Songs, a ridiculously arrogant concept, is that one of the things rock and roll does is that it goes to extremes. It demands that the singers and the musicians go to extremes within themselves, out of themselves, that they would never reach otherwise. And Transmission by Joy Division is a record that goes to extremes that no other music I know has gone before or gone since, where the singer enacts. It's almost as if he has a vision of himself shattering into 1,000 pieces, and he lets you see that happen. And somehow that gets captured in a record. The music is demanding this of him as he hears it, as he understands it. No one ever heard that demand in the same way. No one ever answered
that demand in the same way as Ian Curtis did in Transmission. Il faudrait évidemment une réponse très longue, mais je peux dire comme ça, quand même, à grands traits, que bon, l'histoire du rock en 10 chansons, c'est d'une prétention démesurée, évidemment. Mais ce qui me semble intéressant dans le rock, c'est que ça emmène les chanteurs vers des extrêmes, ça les oblige, ça leur commande à sortir d'eux-mêmes, en quelque sorte. Et donc, c'est une forme d'extrême que sinon ils ne rencontreraient jamais. Transmission de Joy Division, moi j'ai trouvé justement que ça exprimait cette forme extrême. Ça demande du chanteur qu'il se mette en scène et qu'il ait une vision de lui-même comme en train d'éclater en 1000 morceaux. Et c'est quelque chose qu'on arrive à entendre dans la chanson, c'est quelque chose qui a réussi à être gravé dans un disque. C'est quelque chose qui est d'une telle exigence que jamais quiconque d'autre, ni avant ni depuis, n'a pu entendre cette exigence et a pu répondre à cette exigence. Alors, je voulais partir de ce que tu racontes dans le livre, que tu es aussi impressionné par le rôle joué par Sam Riley de Ian Curtis dans Control de Anton Corbijn. Et je voulais demander plutôt à James et à Willy le rapport entre le livre et l'adaptation au cinéma. Parce que vous avez tous deux des expériences de ça. James, tu as travaillé à 2 reprises avec Spike Lee, dont une fois avec une adaptation d'un de tes livres. Comment se passe la transition entre la page et la HD? Boom, 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 boom. Okay. On the page, you have a lot of room to expound, and you can build a lot of fat onto the skeleton. A screenplay is all muscle, and you can't include all the muscles, but you just got to get enough in there to get the body moving from one room to the next. Une page, ça vous laisse suffisamment de place pour faire ce que vous voulez, pour mettre le squelette et mettre suffisamment de chair et de muscles autour pour pouvoir vous exprimer. À l'image, c'est un peu plus difficile. Il y a moins de place, mais il faut vous arranger pour que ce squelette bouge et puisse passer d'une pièce à l'autre. So will you had two books? Am I wrong? Yeah, I Going to the movies? No. I run the other way. I sell the rights, and I make them listen to me what I think should be the music, and then I put my head in the sand. Oui, j'ai simplement vendu les droits. Je leur ai dit en gros ce que j'attendais du projet de film, et puis ensuite j'ai mis ma tête dans le sable. That's it? Yeah. Okay. So I want to finish with this question about l'importance de la littérature écrite, des livres, dans le contexte plus général d'Internet, où maintenant tout le monde est consommateur, mais tout le monde est aussi critique. Il existe des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de sites où on parle des disques, où on parle des artistes. Qu'est-ce que, je dirais, les écrivains professionnels comme vous êtes peuvent apporter, peuvent faire la différence par rapport, je dirais, à n'importe quelle opinion, hormis l'expérience et le talent aussi? Real, the internet. There is fabulous criticism on the internet, but it's not trolling criticism, and it's not ranking people, and it's not lists, and it's not little put-downs or little celebrations. One of the things the internet gives writers is absolute freedom to write 10,000 words on a single scene in a single movie. Now, in some cases, that will be complete madness, and no one will read more than the first 50 words. But other times, it becomes like a tornado, and you get swept up in it, in the writer's vision, in the writer's energy, and his or her ability to pull you in to their world. That's wonderful. That's great.
And a professional writer is writing with limits. You know, I don't want to write a 1,000-page book. I don't know that I could. But the ability to tell a whole story in 10 pages or 20 pages, that's a great challenge. That's worth doing. Il y a des gens qui font un travail de critique remarquable sur Internet, hein, bien sûr. Mais attention, ça ne prend pas la forme d'attaque personnelle, ça ne prend pas la forme de liste, ça ne prend pas l'attaque d'espèce de compliments gratuits. Bon, sur Internet, évidemment, ce qui est unique, c'est qu'il y a une liberté absolue, une liberté d'écriture absolue. On peut passer 10 000, on peut écrire 10 000 mots sur une seule scène, dans un seul film. Alors parfois, ça prend la forme d'un délire et on arrête tout de suite de lire. Parfois, en revanche, c'est un peu comme un ouragan, hein, qui vous emporte. Il y a une telle énergie dans ce qui est écrit, une telle énergie dans le propos, que moi je trouve ça merveilleux. Les écrivains professionnels, eux, sont contraints. Il y a des limites, hein. Moi, j'ai pas envie d'écrire 1000 pages, par exemple. J'ai pas envie de faire des bouquins de 1000 pages. D'ailleurs, je pense que j'en serais tout à fait incapable. À l'inverse, être capable de raconter une histoire en 10 ou 20 pages, ça, c'est un vrai défi. John, je vais te poser la question peut-être un peu différemment. Tu m'as dit avant la rencontre que dans 1 ou 2 semaines, tu partais avec le pape en Azerbaïdjan. Est-ce que tu vas faire une chronique sur Internet, heure après heure, de ton voyage avec le pape? La question, c'est est-ce qu'il va faire une chronique heure après heure de son voyage ou jour après jour avec le pape? I don't know yet what it will turn into. Right now, I'm just focused on having the experience, and I hope 2 or 3 other subsequent experiences with him or with the question. And that's the nice thing about being given as much time as I am these days to work on magazine stories, that I can think of it in a 6-month arc or a year-long arc, and I don't need that first reporting trip to give me everything. I can just watch. Je ne peux pas vous dire quelle forme ça va prendre pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre ça, vivre peut-être d'autres choses après. Et ce qui est super dans mon mode de vie actuellement, c'est que j'ai beaucoup de temps et donc je ne suis pas obligé de rendre des choses tout de suite. Ça peut prendre 6 mois et ça me donne le temps d'observer. Alors, James, je te pose la question de façon un peu différente. Dans le livre de James, sur James Brown, tu prends ton temps, tu vas dans le sud, tu essaies de rencontrer ses cousins, ses associés, etc. Est-ce que finalement le rythme d'un livre comme ça est quand même le rythme d'un livre écrit et non pas une histoire sur Internet? Oh, it doesn't matter. Well, first of all, I think that 1, 2. I think this mic is dead. 1, 2. There you go. I don't agree with the notion that that people should write anonymous reviews. I think if you write something about someone's art, you should sign your name and your address and your phone number. I think it's wrong that someone practices their guitar for 20 years and, you know, gets a second job and loses their marriage and puts out their CD, and then some doofus from Idaho, you know, and his friends and his 10 friends write a negative review. That kills a lot of careers of a lot of young artists. That's the first thing. Moi, je ne suis pas d'accord tout d'abord avec l'anonymat sur l'Internet. Moi, je dis que quand quelqu'un met une critique sur l'Internet, faut qu'il signe, faut qu'il mette son nom, son numéro de téléphone et son adresse. On ne peut pas demander à quelqu'un de passer 20 ans de sa vie à s'échiner, à jouer de la guitare, à perdre sa femme, à perdre son boulot, pour sortir finalement un disque, pour qu'un trou-duc de l'Idaho, un trou perdu des États-Unis, et sa dizaine de copains tuent son travail avec un article non signé. Je trouve que c'est pas bien. That's what professional. If you need a plumber, you call a plumber. If you need a doctor, you go to a doctor. If you want a professional critic, you go to a professional critic. So that's the first thing. The second thing is, with James Brown, so much has been written that was so wrong that
it was impossible to write a linear biography of the man's life that people would read to the end. When I read biographies, I usually stand in the bookstore and just go to the back to see how they died. I wanted to write a book that people would read to the end and kind of get an idea who the man was. Bah, écoutez, quand vous avez besoin d'un travail de plomberie chez vous, vous allez voir un plombier. Quand vous avez besoin d'un truc pour vous soigner, vous allez voir un médecin. Et quand vous voulez lire un critique, eh bien, vous lisez un critique professionnel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, avec James Brown, tellement de choses, tellement de biographies de lui ont été écrites qui racontent tellement de fausses histoires qu'il était impossible d'écrire une biographie linéaire de cette personne. Moi, personnellement, quand je veux lire une biographie, j'ai envie qu'on lise, plutôt que j'écris une biographie, j'ai envie qu'on la lise du début jusqu'à la fin. Vous savez ce que je fais, moi, quand je tombe sur une biographie? Je vais dans le magasin, je vais dans le drugstore où on vend les bouquins, je vais à l'arrière et je regarde directement les dernières pages pour voir comment il est mort. Et c'est pas ça que je veux avec mon bouquin. Avec mon bouquin, je veux qu'on me le lise du début à la fin. Willie, do you have any opinion about the internet? I agree with everything he said. James said it, he said it way better than I could ever say it. The one great thing about the internet is James Brown. You can now, because of the internet, find every record and bootleg available, where before the internet you'd spend your whole life getting some of it by searching every record store in every town you went to on every vacation. So I love that aspect of the internet. That I hate that it takes away the mystery, but it's fun to get all the records easy. Je voulais terminer avec Ah, pardon. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que James a dit, il l'a dit bien mieux que je l'aurais dit moi-même. En revanche, l'un des grands avantages d'Internet, c'est qu'on peut trouver, c'est à portée de clic, n'importe quelle chanson de James Brown, des albums, des choses qu'on redécouvre aujourd'hui. Avant, c'était beaucoup plus compliqué, il fallait écumer les magasins de disques, aller de ville en ville, où il passait toutes ses vacances. Donc vraiment, ça j'aime bien. Le côté d'Internet, certes, ça enlève un peu tout le mystère, mais ça nous permet d'avoir accès à toutes ces musiques. Alors, je voulais terminer avec une constatation-question. Il y a une émission à la télévision américaine sur PBS, sur la télévision publique, qui s'appelle In Performance at the White House. Donc, ce sont des concerts en fait enregistrés dans l'enceinte privée de la Maison Blanche, devant une salle qui est sans doute plus petite que celle-ci, une salle de réception, au premier rang de laquelle se trouve Barack Obama, sa femme, parfois et ses filles. Il existe X épisodes de cette émission, je ne sais pas combien exactement. Ils sont disponibles sur Internet, vous pouvez les voir sur YouTube. Et c'est vraiment extraordinaire parce que non seulement Obama célèbre tous les aspects de la musique américaine, accueillant des artistes américains, mais accueillant aussi des artistes anglais, McCartney, etc. Et puis, c'est quand même le seul président qui chante une chanson de Robert Johnson, d'un bluesman mort, je crois, en 1938. Et il y a quand même ce truc extraordinaire qui devrait donner un peu de l'espoir à l'Amérique et au monde, de voir un président contemporain américain chanter la chanson d'un type qui est mort plus ou moins dans l'incognito il y a à peu près 70 ans. Alors, quelle réflexion ça vous inspire? I'm just skippy about it. I mean, happy. I think it's wonderful. The problem is not that Barack Obama's singing Robert Johnson's song. We don't want Donald Trump singing "Hail to the Chief." Écoutez, je suis vachement content pour ces trucs-là. Le problème, c'est pas que Barack Obama chante ou chante pas des chansons de Robert Johnson. Moi, ce que j'aimerais pas, c'est d'avoir à l'avenir Donald Trump qui chante Hailey Hailo. Grill, juste le mot de conclusion de l'historien. It's not, for me, it's not a moment of hope. It's a moment of joy. And it's a moment of wonder how the song of a blues singer who made records in 1936
in 1937 didn't die unknown, but disappeared from national consciousness, even local consciousness, for decades and decades and decades. How that song got to the White House, that is, John talked about an arc. That is an arc. You trace the last 70, 80 years of American history. All of it follows that journey. Moi, j'y vois plutôt une indication de réjouissance et même d'émerveillement plutôt que d'espoir. Comment est-ce qu'un chanteur de blues qui sort cette chanson en 1936 ou 1937, c'est pas tellement qu'il soit mort dans l'anonymat, mais simplement qu'il avait disparu en fait de la conscience nationale et même locale. Et 80 ans après, 70 ans, 80 ans après, cette chanson se retrouve à la Maison Blanche. Voilà. Ça, c'est une forme de cycle quand même. Hein. Et à travers cette chanson, il y a 80 ans d'histoire américaine qui se retrouvent. Thank you to the. You would like to add something? Only to say what a meaningful moment that is in ways that are so profound that they're hard to put into words. I mean, I'm of the opinion that, and this is the reason that my work has become more and more historical over the last 5 or 10 years. I'm of the opinion that people will one day look at the music created by African American people in the 20th century the way we now look at Elizabethan poetry or the French novel in the 19th century or any other great recognized flowering of art and culture. So for the president to sing that song and not to be doing so in a glib way, it's massive, you know. Sorry. Oui, moi je trouve que ça véhicule un sens, ça a une signification considérable. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que mes propres travaux, depuis 5 ou 10 ans, prennent un tour un peu plus historique. Moi, je pense, j'espère, en tout cas qu'un jour, on écoutera la musique noire américaine et qu'on s'y intéressera comme on s'intéresse aujourd'hui à la poésie élisabéthaine ou au roman français. C'est quelque chose qui mérite d'être écouté pour ce que c'est. Merci, avocate. Merci beaucoup. Merci.